Nous sommes en guerre. Either you are with us or you are with the terrorists. This is a battle between good and evil. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Parce que c'est notre projet! Et personne, je dis bien personne, ne pourra s'y opposer. Une grande guerre entre l'Occident et l'Orient. C'est vrai que tout le monde sent un peu que c'est pour bientôt. This is a memo that describes how we're going to take out 7 countries in 5 years. Par la tignasse de leur chevelure, de force, ils seront obligés de rentrer en guerre. Starting with Iraq and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan and finishing off Iran. À la fin des temps, les peuples voudront faire la guerre entre eux. Mais ils verront que s'ils font la guerre entre eux, le seul qui va en profiter en fait, c'est le peuple d'Israël. This is a global struggle. It's just the beginning. It must be followed by a broad-based assault on the forces of Islam. Ayez peur du virus, n'ayez surtout pas peur du vaccin. C'était une façon aussi de honnêtement prendre des gens pour des cons. On va se parler franchement. Qui emmerde la vie de qui aujourd'hui? Paniquer, ils vont se mettre à courir comme des poulets sans tête de partout. La bête de l'événement est là. Et elle arrive. Mais je peux pas vous dire plus. Chers internautes, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle chronique de l'Armageddon. Aujourd'hui en compagnie de Jacob Cohen. Bonjour Jacob. Bonjour, bonjour à tous, ravi d'être ici. Alors au nom de toute l'équipe de Réseau International, du Cercle des Volontaires, de JSF TV et de Profession Gendarme, merci beaucoup pour avoir accepté cette interview. Ça faisait très longtemps qu'on ne s'était pas parlé, ça datait de l'époque du Cercle des Volontaires, ce qui nous rajeunit pas. Et en préambule, puisque cette émission est consacrée au sionisme, déjà je vais te présenter pour les rares internautes qui ne te connaîtraient pas. Donc, tu es écrivain, analyste, chroniqueur, auteur des livres Le Printemps des Sayanim, qu'on voit ici à l'écran, qui est sorti donc en 2010 aux éditions L'Harmattan, et également plus récent, je switch d'écran, désolé, j'en ai plein, Le Printemps des complotistes de Jacob, voilà, qui est sorti aux éditions Fiat Lux cette année, si je ne me trompe pas. Oh, il y a quelques jours. Voilà, c'est tout frais. Voilà, donc merci beaucoup d'avoir accepté cette interview, je me répète. Et donc c'est consacré au sionisme. Le sionisme est-il en perte d'influence? C'est une question qu'on peut se poser, qu'il est légitime de se poser, mais en préambule, je voudrais préciser que juifs et sionistes recouvrent deux notions très différentes, voire même, certains disent contradictoires, puisque les juifs sont les pratiquants d'une religion dont les fondements ont été posés par Moïse, on peut le dire, hein, c'est une religion mosaïque, alors que le sionisme est une idéologie politique. Et donc, il y a des juifs qui sont pas sionistes, voire anti-sionistes, et il y a des sionistes qui ne sont pas juifs. Voilà, c'était en préambule, puisque certains politiques essayent de semer la confusion entre ces deux notions, hein, essayent de poser une équivalence. Je pense que c'était très important de poser cela en préambule. Est-ce que tu veux commenter ce que je viens de dire? Je dirais même que le sionisme, jusqu'en 1948, était rejeté, ou en tout cas, il recevait il rencontrait une indifférence totale, sinon une hostilité, de la part des institutions juives et surtout des institutions religieuses. Et moi, je peux en témoigner, puisqu'ils sont venus au Maroc en 1948, et les communautés juives marocaines étaient très traditionnalistes, très religieuses, et elles rejetaient ces renégats, ces mécréants, qui venaient les harceler au nom d'une idéologie athée, donc anti-religieuse, complètement laïque, complètement différente à côté de la plaque, à côté de ce à quoi ils croyaient. Et c'est à partir de 1948 que le sionisme a réussi à mettre la main progressivement sur les institutions juives. On peut rappeler d'ailleurs que le premier congrès sioniste à Bâle, co-organisé par Max Nordau et Théodore Herzl, il voulait le situer à Munich, je crois, au départ, et le rabbin de Munich s'y est opposé. C'est pour ça que ça a lieu à Bâle, en Suisse. Tout à fait, oui. Voilà pour ce petit préambule. Alors, j'ai préparé beaucoup de sources. Donc, ce que je propose, c'est que on passe tout de suite au premier zapping. Bon, même si
la plupart des internautes peut-être connaissent déjà la plupart des extraits, mais certains sont tout récents, donc c'est parti. Hop. Can you tell us specifically that a lot of Jewish people were against you too? Well, there were a lot of Jewish people against me because they wanted the whole of Palestine. As I say, they wanted to drive all the Arabs into the Tigris and Euphrates rivers. Floyd Anderson was one of them. We had several other people in the country, even among the Jews, the Zionists particularly, who were against anything that was to be done if they couldn't have the whole of Palestine and everything handed to them on a silver plate so they wouldn't have to do anything. It couldn't be done. We had to take it in small doses. You can't move 5 or 6 million people out of a country and fill it up with 5 or 6 million more and expect both sets of them to be pleased. We had all sorts of objections to everything that was done. Something had to be done. Ma famille est profondément liée à Vladimir Yankelevitch, qui a écrit le plus beau livre qu'on puisse écrire sur l'imprescriptible et sur la Shoah. Par ma femme, je suis lié de manière éternelle à la communauté juive et à Israël, quand même. Donc je ne viens pas ici pour recevoir des leçons de brevet de lutte contre l'antisémitisme. Si on m'avait dit que je viendrais en Israël et que, en plus de faire de la diplomatie, de la politique, j'aurais été obligé de chanter, je l'aurais fait. Pour l'amitié entre Benjamin et moi-même, pour Israël et pour la France, même en chantant aussi mal que je chante, car je chante mal, j'aurais toujours trouvé un chant d'amour pour Israël et pour ses dirigeants. Pourquoi ne pas célébrer les 250 ans de l'indépendance des États-Unis par le biais d'un Shabbat national? Et oui, c'est donc l'idée du président Trump du vendredi 15 mai au soir ou samedi 16 en soirée, 24 heures pour honorer la tradition juive du repos hebdomadaire, mais surtout, nous dit-on à Washington, l'introspection et la gratitude envers Dieu. L'initiative a même un nom, Shabbat 250. Alors, quelle signification faut-il donner à cet événement? 3 questions ce soir. On les pose à Isaac Barchicha. Bonsoir et merci d'être avec nous. Vous êtes vice-président de Republican Overseas France. Alors, un Shabbat national aux États-Unis, ça peut surprendre en apparence. Pourriez-vous peut-être d'abord nous expliquer un petit peu le concept et le pourquoi de cette idée? Il veut, cette année, comme vous le savez, célébrer les 250 années de la création des États-Unis. Et pour ça, il veut aussi mettre à l'honneur l'héritage des Juifs qui sont venus aux États-Unis. Et quoi de mieux que rendre une célébration du Shabbat, une annonce officielle pour que tout le monde puisse s'inspirer de ce que représente ce Shabbat, surtout en cette année où l'indépendance américaine est mise en avant. Bonsoir Marie, pourquoi au juste une unité spéciale et quelle sera sa composition ? Alors cette unité de protection communautaire, comme on l'appelle, fait suite effectivement, comme vous l'avez dit, à une augmentation des attaques antisémites. En fait, la communauté juive ne se sent pas en sécurité dans la capitale et même au-delà. Cette unité qui appartient donc à la police métropolitaine de Londres, elle sera composée d'agents issus de la police de proximité, des services de protection spécialisés, mais aussi de la lutte anti-terroriste. Jonathan, comment analyser cette décision? C'est une bonne ou une mauvaise nouvelle d'en arriver là pour les Juifs londoniens? Ça me renvoie à des heures sombres de l'histoire du peuple juif, il y a pas plus tard il y a un peu plus de 80 ans en Europe, ou en Europe centrale. Voilà. Oups, excusez-moi. Hop. Voilà, excusez-moi pour le. Je nous ai caché. Mince, je nous ai caché pendant le zapping. Hop. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Excusez-moi, ça y est, on est là tous les deux. Je vous ai caché pendant le zapping parce que je voyais que tu buvais de l'eau. Et normalement, on te voit à l'image pendant le zapping. Ah oui, d'accord. Alors, est-ce que tu veux faire un premier commentaire sur ces extraits assez hétéroclites? On est remonté jusqu'à Truman en 48, Oui. et puis là, des extraits tout à fait récents. Alors, je dirais que c'est un peu le bon vieux temps où quasiment le sionisme triomphant faisait la pluie et le beau temps. Voilà, il n'y avait aucune opposition, on s'en occupait, on fêtait,
On fêtait Israël, on fêtait le peuple juif, on le caressait dans le sens du poil, tout était magnifique. Et je pense, enfin, moi, ça me rappelle évidemment des temps anciens. Et les sionistes continuent, enfin, tentent de surfer encore sur cette vague de sympathie, mais qui se dérobe sous leurs pieds. Parce que ça, c'est la légende, qui a existé d'ailleurs. Et là, je dois dire que en matière de propagande, je crois que dans l'histoire prochaine, on étudiera la façon dont une petite communauté ou un petit pays a réussi à vaincre ou emporter l'adhésion de tout l'Occident avec une maestria remarquable. Ça, c'est vraiment c'est chapeau, mais en fin de compte, finalement, on se rend compte de l'arnaque et qui va aller de plus en plus fort. Ça, c'est ma première remarque que je fais. Sinon, on peut rentrer dans les détails, si tu veux. Bon, juste une précision à propos de Truman. En fait, Truman, de ce que j'ai appris il y a longtemps, c'est que Truman ne voulait pas céder dans le plan de partage la partie sud de la Palestine, qu'on appelle le Negev. C'est-à-dire, voilà. Et en fait, on lui a joué un tour avec des Sayanim, qui sont allés le voir dans le bureau. Moi, je ne vais pas entrer dans les détails. Lui, il le raconte un dans un livre. Un Sayanim, Oui. qu'est-ce qu'un Sayanim quand même? Puisqu'il y a des internautes qui ne connaissent peut-être pas le concept. Les Sayanim sont des juifs nationaux, c'est-à-dire français, américains, britanniques, donc de bons citoyens, en principe au-dessus de tout soupçon, des ministres, des directeurs des patrons d'entreprise, des universitaires, des journalistes, des publicitaires, qui sont des milliers et des milliers. Moi, je pense qu'ils sont à peu près 5000 en France, et qui acceptent de travailler sous les ordres du Mossad pour aider Israël, par toutes sortes d'actions. Voilà. Information, propagande, etc. Enfin, tout ce dont le Mossad a besoin, ces juifs-là fournissent l'aide nécessaire. Voilà. Et donc, Truman a accepté l'histoire des 6 millions, elle est à côté de la plaque, je ne sais pas si c'est vrai, parce que à l'époque, en 1948, il n'y avait que 600 000 juifs en Palestine. Et ils n'atteindront 6 millions de juifs que 50 ans plus tard. C'est-à-dire, ils n'avaient pas les 6 millions qui étaient... Vous savez, en 1948, il aurait pu y avoir 6 millions qui auraient pu partir en Israël. Il y avait 10 ou 12 millions de juifs dans le monde, mais personne ne voulait partir. C'est pour ça que les sionistes sont allés dans les pays arabes, où ils ont rencontré des communautés, disons, d'un niveau intellectuel assez faible et politique assez faible, et ils les ont arnaqués pour les emmener en Israël. Mais sinon, Israël n'avait aucun succès auprès des communautés juives. Voilà. Et donc, Truman a accepté de mettre dans le plan de partage le Negev. Voilà. Et je rappelle qu'à l'époque, les Juifs aux États-Unis n'en menaient pas large. Il y avait même un certain antisémitisme dans la société américaine, qui n'était pas, évidemment, c'était pas la même chose que sous l'Allemagne hitlérienne, mais un antisémitisme dissimulé, caché. Par exemple, il y avait un numerus clausus dans les universités américaines, les grandes universités américaines des Juifs. Il y avait, par exemple, des grands établissements de sport, de culture, qui étaient interdits aux Juifs. On n'acceptait pas les Juifs, etc. Et donc, il y avait un sentiment quand même, vous savez, par exemple, ce grand producteur dont j'ai oublié le nom, un des grands producteurs de Hollywood, qui, pour ne pas heurter dans les années 30, pour passer inaperçu, s'est converti au catholicisme. Donc, les Juifs l'emmenaient pas large. Et à partir des années 60 et 70, mais peut-être qu'on reviendra là-dessus, que le lobby juif va se constituer et il va faire main basse sur la vie politique américaine. Alors, je vais te demander si tu veux bien de peut-être recentrer un peu ta caméra, parce que tu es un peu sur la droite dans mon écran. Voilà, là c'est parfait.
Merci beaucoup. D'accord. Et donc, on a entendu François Hollande, on a entendu Manuel Valls. Je précise qu'en février 2012, Alain Juppé, qui était ministre des Affaires étrangères, il s'était entretenu avec la dirigeante de la Fondation France-Israël pour lui assurer que la France, citation, la France donnait des preuves d'amour à Israël. Et qu'en avril 2013, c'est son collègue du gouvernement, Pierre Moscovici, qui déclarait à la Chambre de commerce France-Israël espérer venger Moïse grâce aux entreprises françaises. Citation, fin de citation. Voilà, c'est les gages que les politiques essayent de donner. Tout à fait. En fait, ils sont obligés d'en passer par là. Je suis sûr que la majorité de ces politiques, ils le font à contre-cœur, ce genre de déclaration. Mais ils savent qu'ils ne peuvent pas faire autrement, qu'il faut en passer par là parce que la société française, travaillée par les Sayanim, travaillée par Israël, etc. Je vous rappelle par exemple, il y a eu un film extraordinaire en 1961 qui s'appelle Exodus et qui a formaté, avec Paul Newman, et qui a formaté toute une génération de Français et d'Occidentaux dans le narratif, le storytelling sioniste. C'est-à-dire les Juifs sont venus avec des intentions pacifiques et que ce sont les Arabes qui n'en ont pas voulu. Enfin bon, bref, tout l'historique. Et donc, et comme dans les médias étaient contrôlés par les sionistes ou par les Sayanim, le français moyen, enfin normal, il n'avait pas la possibilité d'analyser le sionisme. C'est-à-dire chaque fois on lui disait, regardez, je vais vous donner une illustration. En 1967, Israël attaque les pays arabes, attaque l'Égypte, attaque la Jordanie et attaque la Syrie. Bon. Et De Gaulle avait condamné les attaques préventives. Mais ils ont tellement bien joué les Israéliens qu'il y a eu une très grande manifestation à Paris de 100 000 personnes pour soutenir Israël. Et il y avait un début de constitution de brigade internationale pour aller aider Israël, alors qu'il venait de gagner. Tellement, même Jean-Paul Sartre s'est fait berner par la propagande sioniste. C'est dire à quel point elle était très bien faite. Et donc, il y avait une atmosphère qui ne s'est pas arrêtée parce que les hommes politiques n'avaient pas le choix. Je vais vous donner une illustration, et ça me fait mal de viser ce personnage parce que c'est un des rares qui sort un peu du consensus, mais malheureusement, c'est la réalité. C'est Jean-Frédéric Poisson qui, en 2016, il voulait se présenter aux primaires de la droite. Il avait une chance d'emporter 1%, donc il n'avait aucune chance. Bon, il a eu d'ailleurs 1%. Et il a dit dans une interview que l'AIPAC était un lobby sioniste. Ce qui est, enfin je veux dire, on peut sortir 1000 textes pour le démontrer. Et même, ils se disent eux-mêmes que c'est un lobby sioniste. Eh bien, le lobby n'a pas aimé ça. Et il a dit que Jean-Frédéric Poisson ne doit pas se présenter aux primaires de la droite. Et bien, on allait l'exclure et Jean-Frédéric Poisson a été obligé de s'excuser. Regardez à quel point la pression est tellement forte. Bon, je rappellerai Gallimard, qui n'a pas pu publier les livres maudits de Céline, etc. Enfin, bon, donc, tout est sous contrôle et les politiques savent bien qu'ils ne peuvent pas aller contre cette masse qui les contrôle et qui les harcèle. Voilà. Alors, concernant les PAC, il y a quand même c'est très récent. Il y a de plus en plus de voix aux États-Unis qui demandent à ce que les PAC soient enregistrés comme organismes au service de l'étranger, d'un pays étranger. Exactement. C'est ce qui est nouveau. Tout à fait. Ah oui, non, il y a même. Et bon, peut-être on en parlera parce que l'avenir du sionisme, il est compromis en grande partie à cause de ce qui se passe aux États-Unis en ce moment. Aux États-Unis, par exemple, il y a des sites qui s'appellent, je vais vous citer un qui s'appelle Track AIPAC, c'est-à-dire traquer l'AIPAC. Donc, ils publient, et ce sont des sites très populaires, et qui traquent les députés, les sénateurs et les représentants qui
touche de l'argent de l'AIPAC et il le publie. Et c'est tellement populaire que les politiques, beaucoup de politiques aujourd'hui disent « nous ne voulons recevoir aucun dollar de l'AIPAC ». Et tout ce qui touche dissimule que ça vient de l'AIPAC. C'est incroyable. Il y a vraiment, mais ça peut-être que oui, c'est le sujet voilà, ça fait partie de la chute éventuelle du sionisme, notamment aux États-Unis. Voilà. Qu'on abordera en troisième partie d'émission, effectivement. Et alors, pour rebondir aussi sur Trump qui annonce donc un Shabbat pour la semaine prochaine, un Shabbat national pour les 250 ans de la création des États-Unis. Qu'est-ce que ça t'inspire? Est-ce que tu trouves que c'est une bonne chose ou plutôt une mauvaise chose? Bon, c'est la soumission classique, c'est-à-dire on veut faire de l'Amérique une espèce, pas d'alter ego, parce que là, alter ego, c'est, mais disons, d'une aventure parallèle. Norman Finkelstein l'avait bien expliqué dans un livre, c'est-à-dire le parallèle entre la conquête de l'Ouest par les Américains, avec le mythe que Dieu nous a donné ces terres, que nous sommes en état de légitime défense, que les Indiens ne respectaient pas ces terres, qu'on pouvait les chasser, etc. Et avec l'aventure sioniste qui s'est comportée de la même manière vis-à-vis des Palestiniens. Et donc, les sionistes ont réussi la gageure, il faut le dire aussi, de faire une espèce de parallèle entre l'aventure sioniste et l'aventure yankee, l'aventure du Far West, la conquête avec l'appui divin, etc. Et d'ailleurs, grâce à l'appui des évangélistes. Mais c'est vrai que ça commence aussi à s'éloigner petit à petit, mais pratiquement, il y avait, ou en tout cas jusqu'à présent, il y avait une très grande identification idéologique entre l'aventure sioniste, même si elle n'était pas religieuse, et l'aventure américaine, l'aventure de conquête. Et c'est ce qui explique aussi cette symbiose entre les deux régimes. Et évidemment, comme les Juifs en Amérique contrôlent les banques, les médias, Hollywood, la publicité, la politique, c'est très facile pour eux. Je vais citer tout à l'heure les films. Donc, ils peuvent mener les campagnes qu'ils veulent. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, l'AIPAC pouvait éliminer n'importe quel candidat qui s'opposait à lui. Donc, en fait, il y avait une espèce de terrorisme, mais qui ne disait pas son nom. Voilà. Mmh. Il y avait même un agent d'origine arabe palestinienne, un agent du Mossad qui s'était exprimé récemment à la télé et qui lançait des menaces en disant « Oui, de toute façon, si un politique s'oppose à nous, on l'éliminera politiquement ». Et il faisait référence à la non-réélection effectivement de congressman. Oui, oui. Et alors, c'est vrai qu'avant qu'il y ait Eretz USA, le grand USA, les grands USA, entre guillemets, il y avait la frontière de l'Ouest qui était effectivement mouvante et qui correspond à l'étape d'aujourd'hui d'Israël qui souhaite s'agrandir sur le Liban, s'agrandir sur la Syrie et sur d'autres pays encore. Alors, on va continuer sur la première partie avec quelques articles que j'ai préparés qui montrent un petit peu la nature du sionisme et ce qu'il peut avoir de détestable. Là, c'est un article de Middle East Eye qui date de 2023 sur Ben Gvir qui fait partie du gouvernement Netanyahou et qui dit cracher sur les chrétiens de Jérusalem n'est pas criminel selon Ben Gvir. Et il va même plus loin. Dans l'article, on apprend que c'est une coutume. Ben Gvir a par le passé défendu le fait de cracher sur les chrétiens en tant qu'ancienne coutume juive. Voilà, c'est pas forcément de nature c'est pas des propos de nature très apaisante à notre époque. Si tu veux rebondir, hein, vas-y, mais sinon j'enchaîne sur l'autre article. Oui, en fait, ça c'est le malheur du sionisme, c'est qu'il a évolué de cette manière-là. Voilà. Au départ, moi j'allais en Israël à partir des années 60, 70, 80. Il n'y avait jamais ce genre de manifestation antichrétienne en Israël. C'était un système libéral, ouvert, laïque.
on voyait très peu de kippa. Donc, en fait, et ça aussi, peut-être qu'on verra cet aspect. En fait, la chute du sionisme, la dégradation du sionisme vient de son évolution intérieure. C'est-à-dire que c'était, dans les années 60, la société israélienne était à 95% laïque, progressiste, socialiste, syndicaliste, etc. Mais la colonisation, enfin, il y avait des facteurs qui ont rendu cette société de plus en plus religieuse, de plus en plus messianique, de plus en plus raciste, de plus en plus fascisante. Et aujourd'hui, ce secteur-là représente presque 30%, 35% de la société, d'autant plus que les laïcs s'en vont d'Israël. Ils ne peuvent plus supporter cette pression. Alors que ceux qui arrivent Oui. maintenant sont au contraire des va-t-en-guerre anti-arabes, quoi, anti-musulmans. Ceux qui arrivent maintenant, ceux qui émigrent, qui arrivent en Israël. Non, ceux qui arrivent en général, ils savent pas ce qu'ils vont trouver. Voilà. Et ils ont subi un lavage de cerveau assez important. Comme la communauté indienne, il y a quelques centaines d'Indiens juifs qui viennent d'arriver. On les place au nord d'Israël, à la frontière avec le Liban. Pardon. Par exemple, les Noirs qu'on a amenés d'Éthiopie, les Falachas. Mais vous savez que ces Noirs, ils sont peut-être, je ne sais pas, 50 000, enfin, mais ils subissent un racisme digne de l'Amérique du temps de l'esclavage. Récemment, là, il y a une semaine, il y a un jeune black, c'est-à-dire un juif d'origine black. Quand on le voit, on voit qu'il est africain. Il avait 16 ans, il a été tabassé par un groupe de juifs à mort. Il a été tabassé à mort. Ils sont acharnés sur lui. Donc, donc, en fait, c'est comme les juifs arabes, c'est comme les juifs marocains, irakiens, etc. Pourquoi on les emmène? Je dis les Yéménites parce que les Yéménites parce qu'il y a les Yéménites aussi, parce qu'il y a eu des femmes stérilisées, voilà. De même que chez les Falachas, il y a eu des femmes stérilisées aussi. Voilà, et à qui on a volé des enfants pour les prendre. Donc en fait, on a amené ces gens-là, comme les Indiens que tu as mentionnés, pour travailler dans les usines, pour faire l'armée, etc. Donc ils cherchent. D'ailleurs, régulièrement dans les médias israéliens, on trouve des articles du genre: tiens, on a trouvé une tribu perdue au Pérou, tribu juive, etc. Mais ils cherchent désespérément de la main-d'œuvre parce qu'en fait, Israël tient aujourd'hui comment? Grâce aux travailleurs palestiniens qu'on ne fait plus travailler, mais ils font venir des dizaines de milliers de Thaïlandais, de Philippins, d'Indiens, de Sri Lankais, etc. C'est un pays qui vit sur l'exploitation de populations étrangères. Voilà. Alors, je recommande d'ailleurs le livre Les enfants de la reine de Saba sur l'histoire des Falachas, c'est un terme péjoratif en Éthiopie que les autres communautés, par lesquelles les autres communautés désignent les Juifs d'Éthiopie, mais eux-mêmes se nomment Beta Israël. Donc, un livre très intéressant, Les enfants de la reine de Saba. Et puis, il y a le film aussi, Va, Vie et Deviens, que je trouve très intéressant aussi sur le sujet. Alors, on va passer à l'article suivant, si tu veux bien. Ça, c'est un article du Monde qui date du 1er mai 2026. Et il n'y a pas d'innocents à Gaza. Channel 14, la chaîne de télévision israélienne accusée de discours génocidaires. Elle n'est pas que accusée, elle laisse passer avec mansuétude des discours génocidaires. Autre article, face aux attaques, bon ça on a déjà vu, c'est la police londonienne qui crée une unité spécialisée pour protéger la communauté juive. Donc ça, c'était publié hier. Smotrich, mon fils me demande, donc ça c'est un autre ministre israélien, celui des finances du gouvernement, donc Netanyahou. Mon fils me demande de ne pas finir le travail pour avoir encore quelque chose à faire au Liban. Ça fait partie des outrances verbales, mais qui correspondent à non seulement à un racisme, mais une volonté de tuer. Et déjà sur ces deux articles, il n'y a pas d'innocents à Gaza, et il faut qu'on puisse s'amuser à tuer des Libanais. Oui, et ça, par exemple, ça aussi, c'est le malheur du sionisme qui a évolué dans ce sens-là. Par exemple, dans les années 60, 70, l'armée israélienne se livrait à des représailles terribles, mais pas ce genre de massacre.
pas ce genre de tuerie. Voilà. Et en fait, c'est vrai, mais ils avaient l'habitude, c'est-à-dire pour eux, la vie des Arabes était peanuts, ne valait rien. Mais ils ne se livraient pas, ils ne sont jamais livrés à des massacres de masse. Voilà. Ils ont chassé les Palestiniens, certes, mais ils en ont tué des centaines, peut-être 2000, 3000, mais ils ne sont pas livrés à des massacres comme on en a vu, à un génocide, comme on a vu à Gaza, comme on voit au Liban, etc. Et ça aussi, qu'est-ce qui s'est passé avec le sionisme? Le sionisme, au départ, dans les années 60, c'était un sionisme athée, humaniste, dans un sens, c'est-à-dire il avait des valeurs. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que les sionistes qui sont venus construire l'État, dans les années 20 et 30, c'était des révolutionnaires russes et ukrainiens, des révolutionnaires qui voulaient construire un État, enfin un juif nouveau, mais pétri de valeurs révolutionnaires dans un nouvel État. Moi, par exemple, j'étais dans un mouvement sioniste. Enfin, je l'ai dit souvent au Maroc, mais j'ai appris la lutte des classes et l'international en hébreu, alors que j'avais 17 ans, 18 ans. Donc, j'étais dans un mouvement qui m'apprenait la lutte des classes, le prolétariat, etc. Bon. Mais à partir des années 60, les religieux en Israël représentaient peut-être, allez, disons, maximum 4%. Mais aujourd'hui, comme ils font, j'en sais quelque chose, j'en ai dans ma famille, ils font 8, 10, 12 enfants, de 1 ou 2% ou 3%, ils sont devenus peut-être 20, 30%, 35%. Et donc, ce qui se passe, c'est que ces religieux, ils se rappellent de la Bible, de ce que leur dit, de ce que leur dit la Bible. Je rappelle que les sionistes n'ont jamais lu la Bible. Ils détestent la Bible, ils détestaient les religieux. Mais ces religieux, ils lisent les prières tous les jours, ils lisent la Bible. Mais que leur dit la Bible? La Bible Torah. leur dit, vous avez la Torah, vous avez un ennemi irréductible, Amalek. Combien de passages, moi je me souviens, il y a des passages où il y a, quand vous prendrez cette ville, quand vous prendrez ce territoire, vous tuerez tous les habitants de cette ville. Vous ne laisserez ni bébé, même les animaux, il faut les tuer, etc. Ça, c'est dans un passage du Deutéronome, si je ne me trompe pas, je crois. Je suis pas sûr de, mais je voudrais pas m'avancer. Mais je sais que même parce qu'après la Torah, il y a ce qu'on appelle, il y a des parties de la Bible qui s'appellent les prophètes, les juges, les rois. Donc c'est l'histoire, disons, pendant 1000 ans ou quelque chose comme ça, du peuple juif à l'époque, avec le temple, le roi et tout. Mais souvent, quand on disait au peuple juif, voilà, vous allez prendre ce territoire, cette ville, il y avait cette notion de tuer tous les habitants. Voilà. Et donc, en fait, c'est pour ça que ces religieux, ils retrouvent ces accents meurtriers de masse. Et excuse-moi de te couper, il y a même le terme holocauste qui veut dire sacrifice à Dieu, je crois, au départ. Oui. Et donc, c'est ça aussi, cette influence, ce sionisme qui est devenu religieux, messianique, prophétique. C'est pour ça qu'il se lance, et ce qui est d'ailleurs, horrifie pas mal d'Israéliens, d'origine, les sionistes d'antan. C'est-à-dire, eux, ils se disent, c'est quoi cette dérive, etc. Mais malheureusement, le pays, la société israélienne est entraînée de plus en plus vers cette dérive meurtrière de masse. Il faut surtout dire de masse. Ça veut dire, moi je les connais, j'ai de la famille, beaucoup de familles qui habitent là-bas, et donc ça ne leur pose aucun problème de conscience d'assassiner moi, quelqu'un dans ma famille. C'est terrible à dire, mais dans les années 90, j'étais là-bas, il y a eu un attentat, on a tué un juif, un Israélien, dans un attentat, et cette personne m'a dit, moi j'ai la solution. Quand on tue un juif, il faut raser une ville de 10 000 habitants. Donc en fait, c'est quelque chose
avec laquelle les Israéliens grandissent et s'habituent. Voilà. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas. Les gens s'étonnent qu'ils fassent ça, mais en fait, moi, ça ne m'étonne pas. C'est-à-dire, vu l'ambiance dans laquelle ils vivent, vu la haine de l'arabe dans laquelle ils grandissent. Mais vous savez, le grand rabbin d'Israël, séfarade, des années 80-90. Donc c'est quand même une autorité, c'est l'équivalent du pape. Il faisait des discours le samedi soir dans des speeches, enfin des cours, dans des circuits télévisés fermés à destination du public israélien, français, etc. Mais il traitait les Arabes, mais officiellement, ouvertement, de cafards, de serpents venimeux, etc. Enfin, je veux dire, c'est dans, comment dire, c'est dans leur texte, c'est dans leur imaginaire, et donc il ne faut pas s'étonner malheureusement que cette partie religieuse, messianique, fascisante, etc., prenne le dessus et imprègne pratiquement toute la société israélienne. Alors c'est quand même complexe parce qu'il y a aussi des juifs religieux orthodoxes, notamment je pense à Neturei Karta aux États-Unis ou d'autres, qui préfèrent mettre en exergue d'autres passages de la Torah. Et j'ai envie de dire, c'est un peu dans beaucoup de livres religieux, que ce soit le Coran ou même la Bible des chrétiens. Si on choisit de privilégier certaines parties, on va pouvoir influer et faire une propagande pour tuer ceux qui ne sont pas de notre religion. Alors que si on met en exergue d'autres partie du texte, au contraire, on va respecter les gens qui ne sont pas de notre religion, on va essayer de donner un exemple de vertu. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Raphaël, il n'y a pas beaucoup, je t'assure. Écoute, j'étais très religieux. J'étais très religieux jusqu'à l'âge de 18-20 ans. Je n'avais pas le choix. J'étais né non seulement dans une famille religieuse, mais dans un ghetto religieux, etc. Enfin, bon, donc j'étais imbibé de discours religieux, etc. Je peux vous dire une chose, j'ai fait vous faites des bénédictions. Bon, un juif religieux, il fait une bénédiction le matin qui dure 45 minutes, l'après-midi 20 minutes et le soir 20 minutes. Bon. Eh ben, dans ces bénédictions, dans ces prières plutôt, il y a toujours une référence au goïm, et on demande à Dieu de les exterminer, de leur donner des plaies. Enfin, c'est comment dire, un juif religieux, il vit, il grandit avec ça. Le goy, il faut pas se mélanger à lui. Enfin, je veux dire, les juifs religieux, en tout cas, ils grandissent avec cette idée que les goïms, c'est vraiment des gens infréquentables. Voilà, pour rester dans l'euphémisme. Ça a à voir avec le concept de pur et d'impur? Voilà. D'accord. Alors, on va avancer un petit peu dans cette émission. Merci beaucoup pour ta franchise. C'est très, très précieux. Et ton témoignage aussi personnel, puisque effectivement, tu as fait partie des jeunesses sionistes, enfin, au Maroc, en quelque sorte, un petit peu. Oui. Non ? Oui, ok. Alors, on va passer au deuxième zapping, où là, on va voir un petit peu plus les méthodes du sionisme, notamment pour influer les médias. C'est parti. D'accord. 80% מהאמריקאים תומכים בה. זה אבסורד, יש לנו שם תמיכה כזאת ואנחנו אומרים מה נעשה עם לא פחדתי להתעמת שם, לא פחדתי להתעמת עם קלינטון, לא פחדתי להתעמת עם אובמה. מי יגדיר מה זה אתרים צבאיים מוגדרים? קיבלתי מכתב מכריסטופר אליי ולערפאת באותה לשון שאומר שישראל בלבד היא זו שתגדיר מה הם את מיקום האתרים הצבאיים האלה ואת גודלם. לתת 2% מאשר לתת 100%. וזו הברירה שעומדת כאן הפרק. ואתה נתת 2%, ובזה עצרת את הנסיגה הזאת במקום 100%. The police escort along the way made me realize I was traveling with some pretty important people. I'm seeing the Pope tomorrow. Rodi Friday. Oh, that's really, yeah. Good job. I can tell you that was his. Wow. Beautiful. How gorgeous.
I'm curious about how Mr. Foxman gets to meet all these important people. Why would all these ambassadors, politicians, and heads of state take the time to meet him? It's their perception of the power of the Jewish community, which is one of those sides of the anti-Semitism, which is it's a very thin line, you know. They believe we are more powerful than we are. I've always said Jews are not as powerful as the Jews think we are, nor as powerful as our enemies think we are. We're somewhere in between. But they do believe, to some extent, that we can make a difference in Washington, and we're not going to convince them otherwise. So how do you fight this sinister, conspiratorial view of Jews without using it? Look, when the United Nations comes to its General Assembly, we meet with 40 heads of state, foreign ministers. Why? I think I got it. It's like a poker game in which Foxman bluffs the other side into thinking that Jews have more influence and power in Washington than they really have. The downside is that the idea of Jews being so powerful can result in envy, even hate. Ce n'est pas la bataille d'Israël, c'est votre bataille, c'est la bataille de la France. Parce que c'est la même bataille. S'ils réussissent ici, et si Israël est critiqué, et pas les terroristes, eh bien si nous ne sommes pas solidaires, eh bien cette peste du terrorisme viendra chez vous. C'est une question de temps, elle viendra en France. Pensez-vous que vous avez gagné cette bataille de communication parce que dans le monde entier, on vous critique pour ce que vous avez fait? Je me rends compte que les gens ne connaissent pas la réalité. Imaginez que vous êtes dans une pièce obscure. Comme me l'a dit un grand rabbin, quand on est dans une pièce obscure, il faut allumer une bougie, la bougie de la vérité. Et les gens justes, qui ont un esprit équilibré, verront la lumière de cette bougie, cette lumière de la vérité. Et chacun d'entre nous doit allumer la bougie de la vérité. Et la vérité, c'est qu'Israël est une démocratie à qui on impose la guerre, qui se bat pour sa sécurité, contre un ennemi particulièrement cruel qui n'obéit à aucune norme. Le président Trump est très critiqué aux États-Unis pour ça. On dit qu'en fait c'est Israël qui a amené la guerre et qu'il s'est aligné sur la guerre. Et donc le fait que les Israéliens pilotent les États-Unis, c'est inacceptable aux États-Unis. Mais ça, c'est aussi votre avis? C'est les Israéliens qui ont piloté cette opération? Ah oui, moi, si vous voulez, le Premier ministre Netanyahou, ça fait 20 ans qu'il a cette stratégie. Il a cherché à convaincre tous les présidents américains, il n'a pas réussi. Là, il a réussi. D'ailleurs, il y a actuellement des documents qui circulent aux États-Unis sur le fait que Jared Kushner, le gendre du président, en fait, travaille en très grande proximité avec le Mossad. Et donc, vous voulez dire que Kushner est un agent du Mossad, est-ce que vous agent du Mossad, c'est un bien grand mot, mais qu'il travaille dans l'intérêt du Mossad, oui. I am living out the Zionist dream. I have been at Meta for almost 9 years. We banned content claiming Zionists run the world or control the media. The next thing we will do, is to put restriction on the social media in a way that not allowed to make brutal propaganda in the social media. Because this is a worldwide problem. And it should be initiated by the United States of America, the place where all the big firms is settled. Facebook and X and all the rest. This is a major problem for democracy all over the globe. And we need to treat it seriously. We can do it. Voilà pour ces quelques extraits. Je te laisse réagir. Bon, je retrouve le système de propagande habituel, c'est-à-dire Israël est une démocratie alors que ce n'est pas du tout une démocratie. Enfin, c'est pas la démocratie dont on nous bassine, loin de là. Je vais rappeler un élément, par exemple. Regardez à quel point les gens ignorent ce qui se passe en Israël. En Israël, il y a 25% d'Arabes israéliens. Et ces Arabes, ils vivent dans des villes à part,
Et il y a un système scolaire séparé de la crèche jusqu'au bac. C'est-à-dire, l'arabe, le citoyen, l'élève arabe doit aller dans le réseau scolaire arabe. Et le juif doit aller dans le réseau juif. Et évidemment, ils n'ont pas les mêmes budgets, ils n'ont pas les mêmes compétences. Et donc, il y a cet apartheid. Il y a la loi du peuple juif qui a été votée en 2018. Et je rappelle juste un commentaire de Yair Golan. Yair Golan était le numéro 2 de Tzahal. Donc, le numéro 2 qui aurait pu devenir le numéro 1, qui est en Israël un poste extrêmement prestigieux. Alors, je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête. Il a dit, en 2017-2018, avec l'adoption de cette loi, il a dit que ce qui se passe en Israël lui rappelle l'Allemagne, le début des années 30. Je rappelle qu'en Israël, il y a ce qu'on appelle la détention administrative, qui est acceptée par la Cour suprême. Soi-disant, on dit que la Cour suprême d'Israël est patati et patata. Je pense que c'est le seul pays au monde, en dehors des terribles dictatures, hein, c'est le seul pays au monde où on peut détenir n'importe qui, même un étranger, pendant 6 mois, sans jugement, sans procès, sans avocat, sans savoir de quoi on est accusé. Et c'est 6 mois renouvelables. C'est ce qu'on appelle la détention administrative. Je rappelle que, et c'est adoubé par la Cour suprême israélienne, que les punitions collectives, c'est-à-dire si un Arabe commet, un Palestinien commet un acte considéré comme terroriste, l'armée israélienne détruit la maison de sa famille. Et c'est un acte qui est condamné par la Convention de Genève. Et c'est par dizaines de milliers que les sionistes détruisent des maisons. Et la Cour suprême approuve ces faits. Alors, qu'on ne vienne pas me dire, mais malheureusement, comme ils possèdent les médias, et donc ils matraquent les gens, ils disent, regardez, nous avons des députés arabes à la Knesset. Bon, vous savez, ça leur fait une belle jambe d'avoir des députés arabes. Donc en fait, ce n'est même pas une démocratie, mais on arrive à faire entrer dans la tête des gens, il y a d'ailleurs beaucoup de gens qui le croient honnêtement et sincèrement, et ils finissent par se dire, ah oui, regardez, c'est ouvert, etc. Et ça me rappelle, mais vraiment, et encore une fois, ils ont réussi leur coup de manière admirable, sauf qu'à un moment donné, et c'est là où on assiste à la chose, c'est qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui dit le roi est nu. Voilà. Et donc, petit à petit, on voit ce qu'est le système sioniste et ça craque. Voilà. Et ça craque de partout, d'autant plus. Et c'est ça aussi qui change, ce sont les moyens d'information. Avant, ce que je dis là, moi, par exemple, si je l'avais dit sur YouTube il y a 10 ans, on m'aurait coupé la chaîne. Voilà, par exemple. Et parce que Zuckerberg, etc., enfin bon, vous connaissez la chanson. Mais aujourd'hui, aux États-Unis, il y a des sites, bon, je vais pas entrer là-dedans, peut-être qu'on va en parler, mais l'information se libère. Et ça aussi, ça porte un coup. Et ce n'est plus cette image, regardez cette assurance de Netanyahou qui dit « Nous sommes un pays faible, on est attaqué, regardez, ils veulent nous détruire, on se défend. » Et c'est hallucinant. Imaginez ce discours qui a réussi à passer pendant 60 ans. Enfin, Oui. c'est juste hallucinant quand même. Alors, tu disais qu'il punissait la famille en Israël. Ce concept est en train de venir en Europe, puisque, par exemple, sur le sujet de la guerre en Ukraine, il y a une journaliste allemande comme Annie Lalip qui a été sanctionnée. Non seulement elle a été sanctionnée, mais son père a été sanctionné. Les comptes bancaires de son père ont été gelés. Donc, c'est malheureusement quelque chose qui déteint dans d'autres pays. Et pour abonder dans ce que tu disais, que les Palestiniens, malheureusement, enfin, les Arabes israéliens ont un statut différent. Il y a cette fameuse peine de mort qui a été instituée uniquement pour les Palestiniens, si j'ai bien compris. Bien sûr, bien sûr. Et il y a aussi la loi de 2018. Je voudrais dire à ceux qui pensent
que ce n'est pas un pays d'apartheid, Israël, la loi de 2018 sur la nation du peuple juif dit qu'une une municipalité qui se déclare 100% juive, c'est-à-dire elle est juive, peut refuser à un citoyen arabe israélien d'acquérir un terrain et d'y habiter dans cette communauté, tout simplement parce que cette municipalité s'est déclarée juive. Voilà. Et que ça peut troubler l'harmonie citadine. Voilà. Elle est belle, entre guillemets. Je rappelle également que Yair Golan, que tu as mentionné, hein, c'était la personne dans l'extrait, c'était pas précisé dans la vidéo du zapping, mais c'était Yair Golan, c'est celui qui a appelé les États-Unis dans le zapping à restreindre Facebook, X et d'autres plateformes. Voilà, parce que c'était pas mentionné que c'était lui et les gens ne le connaissent pas forcément. Je précise également que Naftali Bennett, alors j'ai pas pu l'inclure dans Zapping parce que j'ai pas retrouvé la vidéo que j'avais sous-titrée, mais Naftali Bennett avait aussi chapeauté une équipe de travail pour influer Wikipédia dans un sens sioniste. Et il s'en a été vanté dans une vidéo qu'on peut retrouver sur Internet. Et très récemment, cet ancien Premier ministre israélien a également menacé les États-Unis d'un nouveau 11 septembre si il n'allait pas assez dans le sens d'Israël. À demi-mot, hein, c'est un petit peu comme Netanyahou dans l'interview de Naïm. Si tu permets, Bien sûr. sur l'influence juive aux États-Unis, je vais juste rappeler un fait qui s'est déroulé en octobre de l'année dernière, 2025. Le président d'Oracle, qui s'appelle Ellison, je crois, lui et son fils sont deux juifs sionistes absolument hystériques. Voilà. Et ils sont multimilliardaires. Donc, ce Ellison, en une semaine, l'année dernière, il a racheté TikTok Amérique pour la nettoyer, c'est ce qu'il dit, hein, Oui. pour nettoyer TikTok des vidéos anti-israéliens. Il a racheté Paramount, il a racheté CBS et il va racheter d'autres. Et il a dit, c'est pour défendre Israël. Ils sont tellement arrogants. Aujourd'hui, c'est vrai mais ils sont tellement arrogants qu'il a dit, enfin, ils disent ça, mais enfin, peut-être qu'on va en parler parce que le courant est en train de changer. Oui. Mais alors, puisque j'ai montré quand même un extrait du documentaire Defamation de Yoav Shamir, qui est sorti en 2009, je voulais aussi mentionner le documentaire qui avait été commandité par Al Jazeera puis déprogrammé à la dernière minute, qui s'appelle The Lobby, en 4 parties, où un juif anglais a infiltré, pour le compte du documentaire, un journaliste a infiltré le milieu sioniste aux États-Unis, et on entend de la bouche d'un influentionniste américain lui dire en caméra cachée, hein, mais ne perdez pas de temps à répondre aux messages, les messages qui critiquent le sionisme, il faut attaquer le messager. Et c'est une de leurs grandes techniques, c'est-à-dire voilà, c'est s'attaquer aux personnes et non pas essayer de débattre. Voilà. D'ailleurs, pardon. Entre Non, parenthèses, je t'en prie. c'est ce qu'ils font aujourd'hui avec Candace Owens, Tucker Carlson, etc. Ils les traitent d'antisémites, ils les harcèlent. Ils racontent, hein, moi je les suis, Tucker Carlson et Candace Owens et d'autres racontent comment on essaie, par exemple, on dévoile leurs adresses, les adresses des membres de leur famille, ce qu'ils font, leur travail, etc. Et pour les fragiliser, etc. Voilà. Très important ce que tu viens de dire. Merci pour ce rappel. Et on peut mentionner d'ailleurs l'assassinat de Charlie Kirk, à qui donc l'ancien directeur de Turning Point USA, à qui Netanyahou avait proposé d'ailleurs $1 milliard et qui était plutôt sioniste et qui, un mois avant son assassinat aux États-Unis, avait commencé à changer son fusil d'épaule, et ce qui a fortement déplu à ses donateurs qui étaient pour certains, pour beaucoup juifs et surtout sionistes, et donc Candace Owens est en train de faire une série de vidéos pour montrer que l'assassinat, c'est la thèse du tireur isolé ne tient pas, et que c'est probablement voilà, le lobby sioniste qui est à la manœuvre, avec peut-être des alliés comme la France, enfin la France de Macron ou d'autres, enfin des cellules en tout cas françaises. On va passer au troisième zapping, effectivement, parce que le temps passe à toute vitesse. Ça fait presque 1 heure que nous sommes ensemble. Il y a presque 400 personnes en direct sur ce live. Merci à
Non, je ne suis pas devenu pâle, c'est le coucher de soleil qui me donne. Il y a un commentaire qui dit Raph est devenu pâle tout d'un coup. Je suis visage pâle, je ne sais pas. Donc, on va passer au troisième zapping qui montre effectivement que le vent est en train de tourner au niveau mondial et notamment aux États-Unis. Et c'est parti. On se retrouve juste après. Le sionisme est, et c'est pas de la provocation ni de l'ironie que de le dire, est un mouvement antisémite dès le départ. Il faut nous expliquer là. Ben oui, c'est-à-dire que il suffit de lire Théodore Herzl, Ben Gurion, Jabotinsky, plus encore David Gordon, le fondateur du premier parti socialiste en Palestine en 1905. Il y a une détestation profonde de la judéité diasporique. Israël est fondé sur le désenjuivement des Juifs. La vision que Herzl, Ben Gurion, Jabotinsky et Gordon ont des Juifs est exactement la même que la vision qu'a Barès, Wilhelm Marr, l'inventeur du mot antisémitisme, etc. C'est l'idée que ce sont des parasites, ce sont des gens qui sont déracinés, cosmopolites, et que c'est ce qu'il y a de pire au monde. Et je ne l'invente pas, je cite dans mon livre, c'est des interviews de Ben Gurion et d'autres. Hein, voilà. Enfin, je veux dire, il y a un texte de Jabotinsky, le père spirituel de Netanyahou, qui explique que, il dit le mot yid, donc le youpin d'aujourd'hui, est un symbole de laideur. Il faut que nous construisons l'hébreu de demain qui sera le symbole de la beauté masculine. Bon, après ça, il est devenu sympathisant fasciste, on comprend pourquoi. Mais donc, il y a cette idée-là qui est là dès le départ. C'est-à-dire, c'est le principe même du pionnier. C'est le principe du pionnier, mais en l'occurrence, faire des pionniers avec les gens qui sont effectivement les cosmopolites par excellence, c'est pas simple. Donc c'est du boulot, donc c'est une vraie ingénierie sociale de transformation. Mais le résultat, c'est qu'ils ont effectivement réussi. Puisque effectivement, on peut dire qu'aujourd'hui, Israël est le pays le moins juif du monde. Puisque c'est le seul pays au monde qui est fondé sur le désenjuivement de sa population. Bien, ce qu'ils ont fait depuis le début. Donc, il me semble que comprendre ça, comprendre ce que c'est que cet idéal pionnier, qui est construit de façon délibérée, systématique et ouverte sur une imitation du nationalisme pan-slave ou pan-germaniste de la fin du 19e, du 20e siècle. Théodore Herzl dit qu'il aurait adoré être un général prussien. Donc c'est ça qui me semble être la ligne d'attaque. C'est-à-dire que quand on nous dit aux juifs antisionistes, vous êtes dans la haine de soi juive, vous détestez en tant que juif, vous voulez absolument vous assimiler et ne pas être vu comme juif, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Turn the TVs off. Désolé. Alors là, ça c'est, je vais commenter cet extrait. Donc c'est une pétition juridique de 400 pages déposée par la campagne Britain House Palestine qui demande au gouvernement britannique de s'excuser, de publier des archives historiques classifiées et d'envisager des réparations pour son rôle dans la création d'Israël en Palestine, ainsi que pour son expulsion forcée des Palestiniens de leurs terres et son retrait de leur droit à l'autonomie gouvernementale entre 1917 et 1948. Donc là on voit la déclaration Balfour à Lord Rothschild à l'image. Et donc ça, c'est tout à fait récent. Vous voyez, la vidéo de TRT date du 30 avril 2026. J'ai coupé le son parce qu'il n'y avait qu'une musique, il n'y avait pas de parole. Voilà. Désolé pour ceux qui ne parlent pas anglais, c'est pour ça que j'ai essayé de commenter l'extrait. Alors j'essaie d'avancer un peu parce que voilà. This society had surrounded itself with shields, with walls, not only physical walls, but also mental walls. I'll just give the 3 principles which enable us Israelis to live so easily with this brutal reality. A, most of the Israelis, if not all of them, deeply believe that we are the chosen people. And if we are the chosen people, we have the right to do whatever we want. B, there were more brutal occupations in history. There were even longer occupations in history, even though
the Israeli occupation gets to quite a nice record. But there was never in history an occupation in which the occupier presented himself as the victim. Not only the victim, the only victim around. This also enables any Israeli to live in peace because we are the victims. But the third set of values is the most dangerous one, and this is the systematic dehumanization of the Palestinians, which enable us Israelis to live in peace with everything, because if they are not human beings like us, then there is not really a question of human rights. Étaient des amis. Il disait, Israël, c'est très bien, nous allons garantir son existence, mais il ne faut pas qu'Israël soit atteint de démesure, d'hubris. De Gaulle disait, il faut qu'Israël sache garder de la modération au Moyen-Orient. Et là, on voit un ancien officier israélien qui parle de décapiter la Turquie. Est-ce que j'ai de l'amitié pour le régime turc? J'en ai aucune. Je n'ai aucune. Voilà. Mais c'est l'hubris, c'est la démesure, c'est la folie des rois d'Israël de vouloir taper tous les États du Moyen-Orient, et ça va très mal finir. En fait, ça va très, je vous le dis ici. C'est intéressant je parce vous dis, fait... ça va très, cette hubris, cette démesure israélienne va très mal finir pour Israël. Je vous le dis solennellement ce soir sur ce plateau. On attend d'Israël d'être un État irréprochable. Et on n'attend pas du tout la même chose des autres pays. C'est-à-dire que là, la fermeté qu'on vous voit scander vis-à-vis d'Israël, on l'a jamais vu vis-à-vis, par exemple, de l'Iran, ou vis-à-vis de la Chine, ou vis-à-vis d'autres pays dont on sait qu'ils sont quand même beaucoup moins respectueux de valeurs qui sont les nôtres. Et là, on n'entend jamais personne. Par contre, Israël, dès qu'il bouge le petit doigt, là, tout de suite, il y a le monde entier qui leur tombe dessus. Le droit international, ça vaut pour qu'Israël. Par contre, le régime iranien, il pend tous les jours des opposants, des jeunes. Tout le monde s'en fiche. Personne n'en parle. Personne, ça n'intéresse pas. Il y a une volonté aussi de diaboliser ce petit acte qui n'est pas parfait, qui fait des erreurs, qui peut-être parfois même fait des choses qui sont des choses horribles, peut-être parfois pour sa sécurité. C'est un État qui est constamment attaqué, qui est considéré comme un cancer dans la région par beaucoup de pays autour. Il faut imaginer ce que c'est que d'être Israël dans cette région qui ne veut pas de vous. Et ça, il faut essayer aussi de se mettre dans la position de ces gens qui, au fond, sont un peu comme tous les peuples de la région qui aimeraient... Désolé, j'avais fait le montage un peu vite et j'avais pas prévu de laisser passer toute sa propagande, donc j'avance un peu la vidéo. Donc je vous dis simplement, moi j'ai connu des généraux israéliens, général Rabin, le vainqueur de la guerre de 1967, qui a eu la sagesse de comprendre que la sécurité pour Israël, elle était double, faire la paix avec ses voisins et régler la question palestinienne. Je m'aperçois que les faucons israéliens, dont notre ami Jérusalemi, considèrent que la question palestinienne n'a aucune importance et ils considèrent normal que Israël envisage d'attaquer la Turquie ou d'attaquer le Qatar, qui est des États qui depuis 50 ans n'ont attaqué personne. Alors désolé, je vais en terminer avec cet extrait. Voilà, hop, et je te laisse commenter. Parce qu'on a vu un petit peu, du coup, la propagande à la fin que je n'avais pas prévu de montrer. Bon, d'abord, je vais essayer de me souvenir. Le premier, il fait une grosse erreur. Je regrette de le dire, hein, pour moi. C'est-à-dire, il dit que le sionisme, au départ, là je partage, il était anti-juif, c'est-à-dire il détestait le juif de la diaspora, le juif intellectuel qui ne s'occupait que des études. Les sionistes voulaient une nouvelle race de juifs, le paysan, le guerrier, l'ouvrier, etc. Et donc, mais en fait, le problème, c'est que les Israéliens, c'est fini tout ça. Lui, il dit que Israël est toujours dans cet état d'esprit. Or, en fait, il a échoué, l'idéologie sioniste a échoué lamentablement dans son désir, dans son projet de construire un juif nouveau, libre, indépendant, fort, etc., a échoué. Pourquoi ?
parce que la religion est en train de le rattraper. C'est-à-dire que c'est une société qui devient, non seulement, moi j'ai vécu dans une société religieuse au Maroc, mais nous étions modérés, tolérants, ouverts, avec beaucoup de bonhomie, de joie, etc. Alors que les juifs là-bas sont des juifs plutôt... Nous, au Maroc, on n'a jamais fait de mal à personne. Alors que là-bas, ce sont des gens qui prennent des terres, qui assassinent, qui cultivent la haine, qui cultivent la destruction, etc. Et c'est ça, en fait, malheureusement, même ça, et c'est pour ça, il y a quelque temps, j'ai publié la lettre d'un sioniste historique, c'est-à-dire le sioniste d'antan, un peu de style Gideon Levy, un écrivain, qui a publié une lettre d'ailleurs dans Haaretz, et qui a dit, il avait la soixantaine déjà passée, et qui a dit, je quitte ce pays parce que je ne peux plus vivre ici. Ce n'est plus mon pays, ce n'est plus ce que j'ai construit. Voilà. Et donc, en fait, et je voudrais dire 2 mots sur Rabin, Yitzhak Rabin, qui a signé les accords d'Oslo. Pour moi, c'est la plus grande arnaque diplomatique du siècle, du XXe siècle. Et moi, je n'arrive pas à comprendre que des gens aussi intelligents, aussi cultivés politiquement, etc., aient pu se laisser berner. Ok, en 93, on aurait pu penser, vous savez, le sioniste, il est par essence, qu'il soit de gauche ou de droite, je dis exprès le sioniste. Et donc, comment il s'appelle non, bon, Yitzhak Rabin, voilà, et Shimon Peres, ils sont sionistes, c'est-à-dire, c'est quoi le projet sioniste? C'est-à-dire le refus de tout nationalisme palestinien. Je vais vous dire à quel point les sionistes, quand il y a eu le plan de partage en 1947, pour vous dire que leur obsession était le refus de tout nationalisme palestinien. Il fallait l'écraser. Les sionistes ont envoyé une délégation à Amman, la capitale de la Jordanie. À l'époque, on l'appelait la Transjordanie. Le roi Abdallah. Ils sont allés le voir, et d'ailleurs, c'était une délégation dirigée par Golda Meir. Et ils lui ont dit, voilà, il va y avoir un plan de partage, nous allons prendre ce qui nous revient, et on va l'agrandir un peu, et vous allez prendre la partie qui revient à l'État palestinien, ça veut dire la Cisjordanie. Et vous nous rétrocédez des villes, comme Lod et Ramleh. Bon. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc, en fait, tout le travail, l'obsession des sionistes était d'éliminer par tous les moyens le nationalisme palestinien, et c'est ce qu'ils ont fait en 93. Et bon, je n'ai pas le temps de développer ici. Bon. Je crois qu'il y avait d'autres points sur lesquels je voulais revenir, mais peut-être tu peux me les rappeler si tu veux. Alors, dans l'extrait, donc on parle de. Alors, hop, je remonte. Oui, cette défenseuse. Pardon, oui, il y a Gideon Levy qui parle quand même, qui dit des choses extrêmement intéressantes sur la notion de peuple élu mal comprise, la victimisation et la déshumanisation des Palestiniens. Alors, je vais vous dire, des types comme Gideon Levy, en Israël, dans les années 60, ils pouvaient être 30%. Voilà. Vraiment, il y avait une gauche, etc. Aujourd'hui, ils sont 5%. Là, en fait, et encore, ces 5% n'ont pas la liberté de parole. Ils rasent les murs. Pardon ? Ils rasent les murs. Voilà. Par exemple, ce qu'on n'a jamais vu, il y a eu des profs, des juifs, d'Israéliens juifs profs, qui ont été licenciés à cause de leur post sur Facebook contre la guerre à Gaza, par exemple. Ce qu'on n'a jamais vu. Demandez à Shlomo Sand, par exemple, lui, il dit que ce qu'il a pu faire, c'est-à-dire la carrière universitaire qu'il a faite, un jeune universitaire aujourd'hui qui commence, jamais il la ferait.
parce que le pays est devenu intolérant, enfin les caractères du fascisme. Voilà. Et donc en fait, ce que dit Gideon Levy, c'est très juste. Bon, mais c'est une petite forteresse comme ça qui résiste tant bien que mal, mais je ne sais pas combien de temps parce que la vague fascisante est en train de submerger toute la société israélienne. Mhm. Merci beaucoup. Alors, on va bientôt clore cette émission. Je vais passer vite fait quelques articles. Alors ça, c'est pas un article, c'est la traduction d'un article que Paul-Éric Blanru a publié son compte Facebook. Je vais le mentionner comme ça. Un article qui est sur le site Wallah en hébreu. Et donc, il explique dans cet article, c'est le journaliste israélien Barak Seri qui raconte comment la guerre en Iran a été voulue et provoquée par Netanyahou et comment il a réussi à influer Trump qui n'était pas très partant au départ. Donc, c'est très, très intéressant, le processus d'isolement de Trump et comment ils ont réussi à convaincre non seulement Trump, mais son entourage proche qu'il fallait absolument. Donc, c'est notamment en flattant Trump, en flattant beaucoup Trump, parce que Trump adore être flatté, visiblement, et en lui expliquant que ça allait être facile d'attaquer l'Iran. Pardon. Raphaël, si tu permets, en fait, l'entourage de Trump était contre cette guerre. Et moi, le New York Times a publié il y a quelques jours le compte-rendu de la réunion qui avait eu lieu, ce qu'ils appellent chez eux the Situation Room, c'est-à-dire la salle des situations, mais enfin, la salle de décision. Voilà. En fait, tous étaient contre ou avaient des réserves sur cette guerre. Les militaires, les politiques, le vice-président, le ministre des Affaires étrangères, le chef d'état-major, etc., le chef de la CIA. Mais Trump, et qui présidait la séance? Netanyahou. Imaginez, par exemple, qu'il y ait à l'Élysée une réunion de la défense au plus haut degré, et c'est un dirigeant étranger qui dirige la réunion. C'est ce qui s'est passé à Washington. Et Netanyahou a emporté la décision en faisant croire à Trump qu'ils allaient gagner dans les 24 heures ou 48 heures. Voilà. Merci pour la précision. Alors, je pense qu'il y a deux entourages de Trump. Il y a l'entourage historique de son deuxième mandat, et puis il y a un entourage plus composé de gens comme Witkoff et d'autres qui sont quand même très sensibles à la cause sioniste. Donc, il y a ces deux entourages-là. Sachant que le deuxième a eu gain de cause auprès de Trump vis-à-vis du premier, parce que je caricature un peu, mais voilà en tout cas, ma compréhension. Un article là, de Carolina Lanzmann qui date du 1er mai et qui s'intitule, donc c'est publié dans le grand journal israélien Haaretz, Netanyahu will go, but the state will die with him. Donc ça, c'est son analyse. Je ne sais pas si ça va se produire ou pas. Netanyahou va partir, il s'en ira, il va un jour quitter le pouvoir, mais l'État israélien mourra avec son départ, au moment de son départ. C'est une analyse. Oui. Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, c'est Netanyahou qui concentre sur lui tous les problèmes d'Israël, la haine, etc., la violence et tout. Mais en fait, Netanyahou n'est que la dernière manifestation du sionisme. Tout cela a été prévisible. Et je rappelle qu'il y a un grand philosophe religieux qui s'appelle Yeshayahu Leibovitch, qui avait reçu le prix Israël, qui récompense chaque année 5 ou 6 personnalités dans le monde artistique, philosophique, etc. Donc, c'est vraiment le haut du panier de la société israélienne, qui en 1990, il avait dit que la colonisation et l'occupation vont transformer l'État d'Israël en nazi-sioniste, en État nazi-sioniste. Donc en fait, il y a beaucoup d'écrits, il y a beaucoup de témoignages qui parlent de ça. Donc en fait, ça a été malheureusement pour la gauche sioniste, qui doit s'en mordre les doigts aujourd'hui, mais qui n'a jamais voulu chercher la paix. Elle a installé tous les
tous les ingrédients de ce qu'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire la violence, les assassinats, l'occupation, le fascisme, etc. Le sionisme était condamné à suivre cette voie et il est condamné à la suivre jusqu'au bout. Il ne peut pas revenir en arrière. Voilà, malheureusement, c'est quelque chose, c'est historique. Ils peuvent plus reculer. Voilà. Mhm. Alors, pour montrer également donc la perte d'influence du sionisme dans le monde et d'Israël, un article du Figaro qui date d'hier. Au Congrès américain, les démocrates demandent la fin du silence de la Maison-Blanche sur le nucléaire israélien. Un secret de polichinelle, mais ce serait bien que ce soit reconnu officiellement, avec le site de Dimona. Et ce fameux scientifique, je crois, Mordechai, j'ai oublié son nom. Mordechai Vanunu. Voilà, qui a fait 15 ans ou 20 ans de prison en Israël, puisqu'il avait révélé. Et qui est interdit de sortie du territoire. Il a fait ses 18 ou 20 ans, et il est interdit de sortie du territoire. Il est toujours, je sais pas, à l'isolement ou quelque chose comme ça. Voilà. Mhm. D'ailleurs, je salue le travail de Sylvia Cattori de Arrêt sur Info, qui avait interviewé d'ailleurs par écrit ce scientifique. Autre article. Hop. Aux États-Unis, l'impopularité d'Israël provoque un vif débat sur la poursuite de l'aide militaire. Le sénateur démocrate Bernie Sanders tente de mobiliser les élus contre la vente d'armes à l'État hébreu, alors que de plus en plus d'Américains se montrent critiques envers les guerres menées par Israël au Moyen-Orient. Alors, l'impopularité d'Israël aujourd'hui aux États-Unis, c'est un phénomène absolument hallucinant. On ne peut pas, enfin, moi, je suis des sites américains. D'abord, les sondages sont terrifiants pour Israël. Terrifiants, mais vraiment, c'est du genre 80% anti, 90%, même chez les jeunes juifs. Et donc, en fait, c'est un pays qui, à mon avis, qui peut même redécouvrir une certaine forme d'antisémitisme. C'est-à-dire que les Américains aujourd'hui, la majorité des Américains, ils vivent très difficilement. Le prix de l'essence, le paiement des emprunts, le remboursement des emprunts, les jobs, etc. Ils savent très bien que cette guerre est la guerre d'Israël, pour Israël, et donc il y a un ressentiment terrible, énorme, et surtout quand on sait le contrôle que des Juifs exercent sur la Maison-Blanche, sur les sénateurs, c'est intolérable. Et il y a un sentiment qui monte, même en Europe, on ne connaît pas ça du tout. Et surtout, ce qui se passe aux États-Unis, ce qui est formidable, les États-Unis ont la liberté d'expression. Vous savez, si des gens disaient le 10e de ce que dit Tucker Carlson et d'autres, la police irait chez eux à 6 heures du matin. Alors qu'il y a vraiment une explosion du discours anti-israélien. C'est quelque chose d'absolument phénoménal. Et il y a beaucoup de ces vidéos sont traduites en français. Donc, j'invite les gens qui s'intéressent, ils peuvent découvrir des choses très intéressantes. Et c'est ça qui me fait dire que les beaux jours, j'ai intitulé une vidéo il y a 2 semaines, comment dire, qu'est-ce que c'était déjà, Israël, la fin du rêve américain, quelque chose comme ça, voilà. C'est-à-dire que vraiment, aujourd'hui, c'est un phénomène irréversible. Et donc, c'est vraiment les jours, peut-être pas les jours, mais les mois ou les années d'Israël aux États-Unis sont comptés. Et il y a notamment le génocide à Gaza qui a été pour beaucoup, je crois, dans cette prise de conscience. Et puis, tous ces éléments, toutes ces manifestations antichrétiennes. Enfin, je veux dire, par exemple, une religieuse qui est bousculée, frappée, des soldats qui détruisent des croix, enfin, toutes ces églises qui sont détruites. On se rend compte à quel point on a affaire à un régime d'une barbarie. Je pense peut-être même les Huns, enfin, je ne sais pas si vous vous souvenez, les Huns, enfin, je veux dire, dont on parlait, oui, on disait les Huns, là où ils passent, l'herbe ne repasse pas, voilà, pour dire la violence. Mais on découvre un régime d'une cruauté inouïe, inouïe. Vous savez, Jacques Beau, il y a quelques jours, il a fait une vidéo, et quand il a parlé, vous savez, c'est un militaire, et il disait en tant que militaire,
nous avons un devoir moral, il y a des règles à respecter, etc. Je vous assure qu'il avait les larmes aux yeux quand il parlait des crimes de la soldatesque israélienne. Il avait les larmes aux yeux parce que tellement il disait mais comment des soldats pouvaient commettre de tels crimes. Merci beaucoup, Jacob. Alors, cette émission touche à sa fin, je le disais tout à l'heure. Je voudrais juste, en bonus, aborder, parce que ça m'a été demandé dans les commentaires, je n'avais pas prévu d'aborder ce sujet, c'est les accords d'Avara, dont tu as certainement entendu parler. Oui, bien sûr. Je montre donc cette médaille parce qu'elle est quand même, pour certains, elle est choquante, elle est surprenante, elle est presque... C'est presque un oxymore à elle toute seule, cette médaille, pour certains. Oui. Donc, elle a été frappée dans les années 30. On voit d'un côté le symbole de l'Allemagne nazie, la croix gammée, et de l'autre, l'étoile de David. Et donc, il y a eu un accord de transfert, un accord Avara. Est-ce que tu peux expliquer en 2 mots de quoi il s'agit? C'est-à-dire que les sionistes ont discuté avec les nazis pour voir comment faire partir des juifs d'Allemagne. Est-ce qu'ils pouvaient prendre une partie de leurs biens ou bien laisser leurs biens ou bien payer une espèce de rançon. Mais l'idée, c'est que les sionistes n'avaient aucun mal à discuter avec les nazis jusqu'en 1938. Et d'ailleurs, je me souviens, je ne sais pas si vous vous souvenez d'Emmanuel Ratier. Oui, le fondateur qui est malheureusement disparu. De la lettre d'information faits et documents. Pardon. Il avait publié des photos, c'est dommage que je ne les avais pas enregistrées à l'époque, du Bétar. Le Bétar, c'est le mouvement de jeunesse des nationalistes sionistes et qui s'entraînaient avec leur uniforme dans l'Allemagne nazie jusqu'en 1938. Donc en fait, et d'ailleurs, le sionisme et le nazisme, ils se ressemblent sur pas mal de points. La pureté de la race, l'espace vital, la haine et le mépris des classes inférieures, etc. Donc en fait, ils partagent cette même façon de voir. On pourrait dire le Liebenheim, voilà, augmenter la terre vitale, enfin en créer une et puis l'augmenter. Oui, effectivement, des idéologies racialistes, colonialistes, tout à fait. Merci beaucoup, Jacob Cohen. Est-ce que tu veux rajouter un petit mot de la fin pendant que je passe quelques commentaires qui te remercient? Il y a beaucoup de commentaires dans le chat qui sont très très contents de t'avoir entendu aujourd'hui. Je pense que d'une façon ou d'une autre, le sionisme touche à sa fin. Bien sûr, on ne peut pas dire quand, etc. Mais ça veut dire, pour moi, c'est même de l'intérieur que ça va venir. C'est-à-dire c'est une société qui va imploser. C'est une société qui ne peut pas vivre. Les forces vivent. Il y a un prix Nobel israélien qui a déclaré il n'y a pas longtemps qu'il assistait à une fuite de cerveau. C'est-à-dire que tous ces Israéliens... Moi, j'ai connu cet Israël des années 60, 70, où la vie était belle, libre, etc. Et ils s'en vont. Voilà. Parce qu'il y a des centaines de milliers d'Israéliens qui ont pris une nationalité européenne, allemande, polonaise, portugaise, espagnole, etc., dont des membres de ma famille aussi, parce qu'ils se disent, on ne sait jamais. Voilà. Et donc, c'est un pays qui craque, mais que malheureusement, la propagande essaye désespérément de nous cacher, mais ça ne durera pas longtemps. Voilà. Alors, je lis les commentaires parce qu'ils font plaisir. Donc ça, c'était en début d'émission. Mimi VP qui dit « Il est certain que Jacob va encore nous apprendre des choses. J'adore l'entendre. Merci Jacob et merci à l'équipe de l'accueillir. » Lali qui dit « Jacob Cohen, merci beaucoup pour votre présence en ce live. » Mohamed Germi qui dit « Jacob Cohen est un homme qui dit ce qu'il pense en restant lui-même. » Jasmine qui dit « Monsieur Cohen, un bonhomme, Braveheart. » Habib de Vitsey qui dit « Vous êtes franc et courageux, qualité rare dans cette époque. » Caramel qui dit « Bonsoir Monsieur Cohen, merci pour tous vos efforts. » Mehdi El Joudi qui dit « Tout sourire Jacob, je suis content de le voir. » L'ancien qui dit « Bravo Monsieur Cohen pour votre honnêteté et votre courage. » Evolution 31 qui dit « Merci infiniment à Monsieur Cohen. »
Je ne vais pas tous les passer, mais c'est vrai qu'on n'est pas payé grand-chose. Alors, c'est vrai que ça fait plaisir d'entendre des encouragements. C'est pour ça que je le dis. Laura Mona qui dit « Merci beaucoup, Raphaël et Jacob Cohen, pour cet excellent live. » Marie-Claire Golut qui dit « Merci à vous deux, un cadeau, la mémoire de Monsieur Cohen. » C'est vrai que vous avez une grande mémoire. Information très riche. Merci, Raph, pour cette soirée. Merci infiniment à Monsieur Cohen. Henri Duchemin qui dit « Superbe émission, encore. Merci à vous. » Sakura qui dit « Merci beaucoup, Jacob. » Nono Belgi qui dit « Merci pour ce live très intéressant. » Citoyen qui dit « Merci beaucoup pour cette émission. » Et enfin, Nono Belgi qui rajoute « Merci, Raphaël. Merci, Monsieur Cohen. » Voilà, je dis qu'on n'est pas payé grand-chose, mais je m'excuse auprès de Réseau International qui me rémunère correctement pour ces émissions. Donc, moi, je suis payé, par contre. Pardon. Bon, ben, c'était un plaisir. Et ben, puisque ça fait à peu près 12 ans que le Cercle des volontaires ne t'a pas interviewé, j'espère qu'on n'attendra pas aussi longtemps pour te réinterviewer. Je l'espère aussi. Et je te dis à très bientôt. Alors. À la prochaine. Merci beaucoup pour l'invitation et bonne soirée à tous. Merci, à toi aussi. Ciao.